Salut, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je vous présente mon émission Indépendance financière et hypothèque, dans laquelle je vais parler de finances personnelles, d'argent, de trucs pour arriver à l'indépendance financière et bien sûr d'hypothèque. Je m'adresse à ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent prendre leurs finances en main. Je m'adresse à la classe moyenne, ceux qui veulent sortir du rat race. Je vous transmettrai ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Alors bonjour, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque. Ici Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. On est à l'épisode numéro 22. Je vais parler des étapes pour acheter sa première propriété. Puis je vais mentionner aussi les erreurs à éviter au passage. Puis parler aussi un peu, évidemment, d'indépendance financière et de mon expérience personnelle dans ce domaine-là. Donc je commence. Première étape pour acheter sa première propriété, avant tout, là, c'est de mettre de l'ordre dans ses finances. Donc, selon moi, j'en ai déjà parlé dans mes épisodes précédents, on s'embarque dans un projet pour acheter sa propriété au lieu d'être locataire. Donc, ça, c'est une excellente idée pour cheminer vers l'indépendance financière parce qu'on va payer de l'équité sur une maison qui va gagner en valeur avec le temps au lieu de payer un loyer. Excellente idée, on veut s'en aller vers ça. Par contre, on ne veut pas s'en aller là-dedans sans se préparer. Une des premières choses à faire, c'est de sortir de l'endettement. Je vois des personnes qui veulent acheter une maison, puis ils ont encore un prêt voiture, ils ont encore des prêts étudiants. Première étape, là, avant d'aller acheter une maison, c'est de clairer ses dettes. C'est une bonne idée d'acheter une maison, mais c'est pas une bonne idée de le faire dans l'endettement. Quand on débute dans la vie financièrement, parfois on regarde aller les autres, peut-être qu'on se dit que c'est normal de le faire. Puis oui, en fait, c'est la normalité. La société rend ça facile de consommer à dette, de mettre sur la carte de crédit, d'aller chercher un paiement de voiture, etc. Mais en réalité, si on veut cheminer vers l'indépendance financière, il faut éviter les dettes, il faut vivre avec ce qu'on est capable de gagner comme revenu. Donc moi, je dirais, la première étape, là, avant d'aller acheter une propriété, de toute façon, pour acheter une propriété, on va avoir besoin d'une mise de fonds. Donc, tant qu'on a des dettes de consommation, prêt voiture, prêt étudiant, on devrait se serrer la ceinture, on veut rembourser ça le plus rapidement possible. On fait la liste de nos dettes, on prend la plus petite, on la claire, ensuite on passe à la prochaine, etc. Jusqu'à temps qu'il n'en reste plus. La seule dette vraiment qui fait du sens, c'est la dette de notre propriété, de notre résidence principale, parce que celle-là va gagner en valeur. Puis évidemment, il faut y aller avec une propriété qui est proportionnelle à nos revenus, qui est proportionnelle à ce qu'on peut se permettre de payer comme paiement mensuel. Donc, première étape, sortir de l'endettement. Une fois qu'on a ça, il faut, deuxième étape pour acheter sa première propriété, c'est d'accumuler la mise de fonds. Puis là, accumuler la mise de fonds, je vois encore là des personnes qui essaient d'acheter leur première propriété sans mise de fonds. En partant, ça va être plus difficile là, avec un prêteur. Un prêteur va vouloir voir que l'emprunteur est capable d'économiser, qui est capable de mettre de l'argent de côté. Quelqu'un qui n'est pas capable de faire ça s'embarque vers un chemin difficile de propriétaire. Si son budget est toujours serré, qui n'est pas capable de rembourser, de faire son paiement hypothécaire, en plus de toutes les autres obligations, payer les taxes municipales, scolaires. Une hypothèque, c'est sérieux dans le sens qu'on va devoir mettre une mise de fonds, puis si on n'est pas capable de faire le paiement, la banque a une façon très facile de récupérer son argent. Elle peut prendre possession de votre propriété et décider de la revendre sur le marché. Donc, évidemment, les banques ne voudront pas faire ça d'emblée. Ils vont laisser une chance. Mais n'empêche qu'on est dans un terrain un peu plus... c'est plus sérieux qu'être locataire. Donc, en tant que locataire, on a plus de droits. Propriétaire, donc on a moins de marge de manœuvre. Il faut s'assurer vraiment d'être capable d'accumuler une mise de fonds. Donc, si on n'est pas capable de faire ça, je ne recommande pas d'aller acheter sa première propriété. L'autre erreur aussi, c'est que oui, c'est super important d'aller épargner sa mise de fonds, mais aussi,
on peut demander de l'aide à sa famille pour aller chercher une autre partie de la mise de fonds. Hein. C'est une bonne idée d'être en bon terme avec sa famille. C'est ce que les gens font en général. Les familles, les parents, ils veulent aider leurs enfants qui ont des saines habitudes financières. Ils vont donner un coup de pouce en allant aider avec la mise de fonds. C'est une super façon de faire. Et puis, au Canada, maintenant, le prix de l'immobilier s'en vient quand même assez élevé, que ça devient de plus en plus difficile d'acheter sa première propriété. L'aide des parents à ce moment-là est bienvenue. Évidemment, je dis pas qu'il faut demander toute la mise de fonds à ses parents. Je pense, comme je viens juste de dire, il faut quand même travailler son muscle d'épargne, il faut rembourser ses dettes, il faut avoir une belle situation financière. Par contre, oui, un coup de pouce de la famille, c'est une bonne idée. Donc, évidemment, il faut qu'il y ait une bonne entente. Il ne faut pas que ce soit comme un cadeau empoisonné où est-ce que là, les parents vont vouloir contrôler, etc. Mais je pense que dans la majorité des cas, c'est une bonne pratique. C'est pratique courante de faire ça. Les familles vont aider leurs enfants pour accéder à la propriété. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'explorer cette avenue-là pour s'aider avec notre mise de fonds. En plus, si on a une plus grosse mise de fonds qu'on peut épargner sur la prime SCHL, si on peut aller mettre 20%, ben on va épargner sur justement la prime SCHL, ça va coûter moins cher. Donc, juste des bonnes choses. Ensuite, pour la mise de fonds, il faut aller voir les stratégies fiscales. Donc, nouveau de 2023, il y a le CELIAP. Ensuite, depuis plusieurs années, on peut utiliser les REER et le RAP pour aller s'aider avec la mise de fonds, pour justement aller chercher notre 20% de mise de fonds, épargner la prime SCHL. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on peut faire pour aider à acheter sa première propriété. Ensuite, je vais y aller avec choisir un partenaire de vie financièrement responsable. Donc aujourd'hui, 2023, comme les prix des propriétés sont élevés par rapport aux revenus, c'est plus difficile maintenant d'acheter sa première propriété que ça l'était peut-être là 20 ans. Ce qu'on voit évidemment, c'est que les gens achètent à deux, puis en couple. Et de base, être en couple, c'est financièrement super sain. Donc, mais il faut faire attention avec qui on s'embarque. C'est une bonne idée de parler de finances avec son partenaire, avec son conjoint. Idéalement, évidemment, moi, je voudrais qu'on soit mariés, qu'on ait vraiment des objectifs communs financiers pour le futur, parce que c'est la meilleure recette pour arriver à l'indépendance financière. Avoir des objectifs communs, être deux. Si on est seul, puis ou qu'on est avec un conjoint, mais qu'on ne se parle pas vraiment de finances, il y a des bonnes chances qu'il y ait une séparation dans le futur, parce qu'une des raisons principales de séparation dans les couples, c'est les questions d'argent. Donc, c'est une bonne idée, avant de s'engager dans l'achat d'une maison, d'y aller à deux, puis de se parler, mettre les choses sur table et de vérifier qu'on a bel et bien les mêmes objectifs financiers. C'est-à-dire que les deux s'entendent à bien épargner la mise de fonds, les deux s'entendent à comment on va utiliser les dettes. S'il y a un des deux partenaires qui dit non, moi j'utilise les dettes pour mon train de vie, puis l'autre veut pas embarquer dans ce pattern-là, ça va peut-être créer des conflits dans le futur. Donc ça, c'est bon de régler ça d'avance. Je dirais qu'une étape importante pour acheter sa première propriété, c'est de choisir un partenaire de vie financièrement responsable et de s'en parler d'abord, et puis de faire des projets long terme, des projets financiers communs, et puis fonder une famille. Puis c'est dans les faits, c'est les plus beaux succès, les gens qui arrivent le plus rapidement vers l'indépendance financière, ce seront justement les familles qui s'entendent financièrement, qui n'utilisent pas les dettes, qui accumulent leur mise de fonds, etc. Ensuite, prochaine étape pour acheter sa première propriété, évidemment, il faut avoir un revenu stable. On peut pas, si on n'a pas de revenu stable, si on commence, par exemple, si on vient de sortir de l'école, ça fait pas longtemps qu'on travaille, ça va être plus difficile d'avoir un prêt hypothécaire. Les institutions financières vont vouloir voir 2 ans de revenus stables.
Exemple, si on est en congé parental, il faut avoir une date de retour. Si on vient de finir les études, il faut vraiment que notre emploi, on ait une lettre d'emploi qui dit que c'est pas qu'il n'y a pas de période de probation, puis qu'on voit que le prêteur peut voir qu'il y a qu'il y a une belle continuation, là, qu'il n'y a pas de trou dans le fond. Hein? C'est pas quelqu'un qui a erré, qui a rien fait pendant plusieurs années. Donc la banque va vouloir voir s'assurer que le revenu va être là dans le futur. Donc ça, généralement, on termine les études, on travaille pendant au moins 2 ans. Puis, c'est correct si on change d'emploi, on peut changer pour un meilleur salaire peut-être, mais si on est à revenu variable, c'est-à-dire en commission, si on est à taux horaire, puis qu'il y a des bonus, que les payes ne sont pas les mêmes à chaque 2 semaines, à chaque semaine, préférable de rester à la même entreprise pour être capable de faire une moyenne de 2 ans pour avoir du bon revenu qualifiable pour la demande de prêt. Donc, évidemment, avoir un revenu stable, c'est primordial pour avoir un prêt hypothécaire. Donc, c'est à considérer avant d'acheter sa première propriété. Ensuite, prochaine étape, se faire, puis là, on est prêt, donc on a tout ça, on a payé nos dettes, on a commencé à accumuler, on a notre mise de fonds, on a un revenu stable. Donc là, on veut, avant de commencer à faire des promesses d'achat, se faire pré-approuver. Donc, il faut se faire pré-approuver de la bonne façon. Donc, il faut prendre le temps d'envoyer ces documents. Il faut que la personne qui vous préapprouve comprenne vraiment parfaitement votre situation financière. Parce que là, on va commencer à magasiner, on va faire des promesses d'achat, puis on ne veut pas de surprise rendu là, parce que ça se passe assez vite, une promesse d'achat. C'est aussi très stressant, c'est très émotionnel d'aller acheter notre première propriété, l'endroit où est-ce qu'on va habiter pendant plusieurs années. On trouve une maison, il y a d'autres acheteurs qui peut-être veulent la même maison. On est mieux comme d'avance, se faire préapprouver, donc régler la question du financement, donc s'assurer que tout est correct, qu'il n'y a rien qui va accrocher une fois qu'on va avoir fait notre promesse d'achat, donc on va être rendu à notre demande de prêt. Donc c'est pour ça que, puis aussi, il faut bien connaître la capacité d'emprunt, il faut savoir combien on peut se permettre d'emprunter, puis on veut aussi regarder un peu notre budget. Ça va avoir l'air de quoi une fois qu'on va avoir acheté notre propriété. Le paiement mensuel va avoir l'air de... Donc, tout ça, c'est des choses qu'on fait à la pré-approbation avant de commencer à magasiner sa maison. On peut aussi se réserver un taux. Ça, c'est une belle façon de contrôler ce qu'on peut contrôler. Dans le fond, se réserver un taux, c'est quelque chose qui est possible d'être fait 120 jours peut-être. Ça dépend si on est au mois de janvier, février, même on peut le réserver jusqu'au mois de juillet. Donc, ça, il faut s'informer pour voir quelles sont les possibilités de réserver un taux. C'est une façon d'aller chercher quelques points de pourcentage sur notre taux d'intérêt, sur notre prêt et d'aller économiser des dollars. Moi, c'est vraiment... mon approche, le temps qu'on peut mettre là-dessus, puis d'aller économiser par-ci par-là en frais, puis en taux d'intérêt, ben il faut le faire. Ensuite, donc, se faire pré-approuver de la bonne façon. Ensuite, je dirais qu'une autre étape, c'est de bien comprendre le processus d'achat, puis les coûts et les délais aussi reliés à tout ça. Donc, tu sais, le processus d'achat, c'est, premièrement, on fait une promesse d'achat. Celle-ci, ensuite, va être acceptée par le vendeur. Une promesse d'achat, c'est quoi? C'est un document légal qui vous engage. Hein? C'est pas rien. Donc, il faut bien comprendre dans quoi qu'on s'embarque. Et dans la promesse d'achat, il va y avoir une condition de financement. Il va peut-être avoir une condition d'inspection aussi. Mais moi, c'est plus le financement, évidemment, qui m'intéresse. Donc, on va mettre une condition de financement de 14 jours. Et pendant ces 14 jours-là, ça va être le temps où est-ce qu'on va faire plein de choses importantes là, pour le futur, dont la demande de prêt. On va devoir rassembler les derniers documents, faire rafraîchir les documents. Certains documents doivent être 30-45 jours récents pour être admissibles au moment de la demande de prêt. Ensuite, on va choisir un produit hypothécaire, une institution financière. Puis là, c'est important de bien comprendre les différences entre les institutions financières, les pénalités, les privilèges de remboursement anticipé. C'est tout à ce moment-là puis plus qu'on est prêt à ce moment-là, plus qu'on va avoir de choix et plus qu'on va pouvoir profiter peut-être des promotions des différents prêteurs. Et puis, c'est là qu'on va encore aller économiser
des pourcentages de taux d'intérêt. Donc, mieux qu'on est préparé, meilleures va être nos conditions. Ensuite, la demande de prêt, il va y avoir une approbation qui est initiale. Ensuite, le prêteur, on va mettre plusieurs conditions qu'on va devoir régler pour avoir l'approbation finale à l'intérieur des 14 jours. Et une fois qu'on a l'approbation finale, on remet cette approbation-là, cette lettre-là au vendeur. Le vendeur ensuite enlève la condition de financement et là, on a une promesse d'achat qui est comme un contrat, qui n'est pas tout à fait le contrat d'achat-vente, parce que ce contrat-là va être fait au notaire, mais normalement, avec cette promesse-là, on s'entend pour une date de clôture dans le futur. Et puis là, c'est important aussi de considérer les délais, tu sais. On ne veut pas mettre des délais de 2 semaines. 2 semaines, c'est pas assez. Tout le monde va être stressé. Si on met, par exemple, dans la promesse d'achat qu'on veut passer chez le notaire 2 semaines plus tard, le notaire a besoin d'un bon 30 jours. Là. La banque aussi a besoin d'un 30 jours pour envoyer les instructions, s'assurer que tout le dossier de financement va passer dans les mains de plusieurs personnes. C'est une grosse machine, le système bancaire. Les notaires ont besoin de temps. Si on met des délais trop serrés, oui, on va peut-être être correct, ça va peut-être fonctionner, mais on va mettre tout le monde sous stress. Puis c'est à ce moment-là que ça peut coûter un peu plus cher parce qu'on n'a pas de choix, parce que là, on est pressé, on doit absolument faire telle chose, on va peut-être y aller avec une assurance titre parce qu'on n'a pas le temps de vérifier. C'est une bonne idée, quand on fait notre promesse d'achat, de mettre des délais raisonnables, minimum 1 mois. Ça, évidemment, le courtier immobilier va conseiller par rapport à ça. Moi aussi, le courtier hypothécaire peut conseiller par rapport à ça. Ensuite, se faire représenter par un courtier immobilier de confiance. Donc, une fois qu'on comprend bien le processus, on a notre préapprobation, on a notre capacité d'emprunt, moi, je recommande de faire affaire avec un courtier immobilier de confiance pour faire son achat. Moi, personnellement, quand j'ai acheté ma première propriété, c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai eu une super expérience. Je suis tombé sur un courtier immobilier. Évidemment, c'était quelqu'un dans mon entourage qui me l'avait recommandé. Et puis, il m'a vraiment bien aidé à trouver la bonne propriété. Puis, ce processus-là de faire une promesse d'achat, comme je l'ai dit, c'est émotionnel. Et puis, lui, il a amené un aspect vraiment raisonner là, dans le processus. Et puis, c'est lui qui s'occupait de la négociation avec le vendeur, avec le courtier du vendeur. Et puis, pour moi, ça prend, quand on n'est pas habitué de faire des transactions immobilières, ça prend absolument ces intermédiaires-là qui vont rendre tout le processus plus smooth, plus agréable pour tout le monde, et puis qui vont faire en sorte qu'on va arriver à une entente. Puis là, j'irais d'un autre exemple. Moi, quand j'ai vendu justement cette même propriété-là, j'ai fait l'erreur. Avec du recul, j'ai été chanceux, là, mais avec du recul, c'était quand même une erreur. J'étais allé avec du proprio pour vendre ma propriété. Et puis, j'ai été chanceux. Finalement, j'ai trouvé une acheteuse pour ma propriété et celle-ci a demandé à son courtier immobilier de s'occuper de la transaction. Et une chance que cette personne-là était là, parce que si j'avais été seul à négocier avec l'acheteur, je pense pas que, tu sais, quand on vend sa propriété, moi, ma propriété, je la vendais clé en main. Je trouvais que c'était la plus belle propriété qu'il y avait sur le marché. Elle valait vraiment tout le prix que je demandais. Puis, c'est pas tant l'approche qu'il faut avoir quand on vend une propriété. C'est pas comme ça qu'on va réussir à faire des belles transactions où est-ce que tous les parties se sentent bien. Une chance que celle qui a voulu acheter ma propriété avait son courtier immobilier, puis c'est vraiment cette personne-là qui a réussi à faire fonctionner la transaction malgré justement toutes les motions que l'acheteuse et moi-même avions. Puis c'est pour ça que maintenant, je recommande à tout le monde de passer par un courtier immobilier pour acheter sa propriété. Ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'est une autre étape et erreur à éviter. Donc c'est d'essayer d'y aller soi-même quand on n'est pas habitué. Ensuite, choisir une bonne propriété. Oui, ça, c'est
L'autre aspect, évidemment, le courtier immobilier va aussi aider avec cet aspect-là, mais tu sais, dans l'optique où est-ce qu'on veut devenir financièrement indépendant, oui, on veut acheter une propriété qui est un coup de cœur, qu'on aime, euh, mais il faut faire attention aussi à acheter une propriété qui va plaire à une grande partie des gens. Donc, il y a certaines propriétés qui sont moins standards, si on veut. Peut-être une propriété qui coûte un peu plus cher, par exemple, dans un quartier où supposons que le prix des maisons moyen est de, je sais pas moi, 400 000 dans un quartier, puis qu'on va acheter une propriété qui vaut 800 000 dans ce quartier-là, cette propriété-là va être plus difficile à vendre. Hein, puis ce qui se vend bien, hein, c'est les propriétés qui sont dans le bon range de prix pour le quartier où est-ce qu'on achète. Donc ça, c'est... Puis ensuite, ben, il peut y avoir certaines propriétés qui seraient peut-être moins chères, mais qui vont avoir des problèmes particuliers. Là, les chambres pas au bon endroit ou proche d'une traque de chemin de fer, proche d'une autoroute. T'sais. Oui, ça peut être une bonne idée, on va payer un peu moins cher, mais ces propriétés-là vont gagner moins en valeur et puis vont être un petit peu plus difficiles à revendre lorsqu'on voudra changer de propriété dans le futur. Donc, choisir une bonne propriété, c'est quand même important, d'où l'importance de faire affaire avec un courtier immobilier qui va pouvoir bien nous conseiller dans ce sens-là. Je vais terminer en parlant, revenir sur la préapprobation. Est-ce qu'on devrait faire affaire avec un courtier ou aller directement à la banque? Évidemment, moi je suis courtier hypothécaire, je vais vous dire que 10 fois sur 10, vous devriez aller voir un courtier hypothécaire. Je dirais que vous allez avoir en bout de ligne la même hypothèque. C'est juste que le courtier, ses services, ça ne vous coûtera pas plus cher. Vous allez avoir beaucoup plus de services avec le courtier hypothécaire qu'aller directement à la banque. Aller directement à la banque, c'est vous-même qui prenez sur vos épaules la responsabilité de votre prêt hypothécaire et puis vous devez un petit peu dealer avec la grosse machine, le système bancaire, la bureaucratie, les conseillers en succursale. Vous devez prendre sur vous-même parce qu'il n'y a personne d'autre qui va être responsable de votre prêt hypothécaire si vous allez directement à la banque. C'est vous-même qui devez faire les suivis parce que des petits problèmes là, au cours d'un processus d'achat immobilier, il y a plein de petites choses qui peuvent arriver et puis moi, ce que j'aime avec le fait, justement, mes clients qui font affaire avec moi pour acheter leur propriété, c'est qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui accroche, ils m'appellent et moi, je fais aller mes contacts, puis j'appelle dans les banques et moi, je suis habitué. Tu sais, moi, ça ne me dérange pas, justement. Je comprends qu'on ne peut pas avoir quelqu'un nécessairement tout de suite au téléphone avec la banque. Eux, ils ont du volume. Quand on fait affaire avec eux, ils ont beaucoup, beaucoup de dossiers à traiter. Donc, il faut être patient, il faut envoyer le courriel à la bonne personne, il faut appeler au bon numéro de téléphone, il faut faire des suivis parfois. Tu sais, il y a une des étapes dans le processus qui est que le prêteur doit envoyer des instructions au notaire. Donc, moi, évidemment, sur une transaction, puis ça, je sais que parfois, ça va tomber dans une craque. Le prêteur, peut-être, a oublié le commis, n'a pas envoyé le dossier au notaire, ou le notaire, peut-être, l'a reçu, mais n'a pas pris le temps. Peut-être aussi, les notaires ont beaucoup, beaucoup de dossiers. Ça se peut que le notaire n'a peut-être pas vu que le prêteur a envoyé, ou peut-être que le notaire n'est pas habitué à traiter avec ce prêteur-là. Pour X raisons, moi, je fais toujours les suivis pour m'assurer vraiment. Et puis, je les fais au bon moment aussi. Tu sais, quand vous allez faire votre achat de maison, peut-être que vous travaillez, là, vous avez un autre travail que d'acheter votre maison. Là. Vous avez votre emploi. Puis, ça ne veut pas dire que s'il arrive quelque chose à 10h le matin, qu'à 10h30, vous êtes sur le téléphone en train de vouloir le régler, tandis que moi, ça, c'est mon rôle. Donc, un courtier hypothécaire va prendre la responsabilité sur ses épaules que toute votre transaction hypothécaire, immobilière va bien se dérouler. Il va peut-être réfléchir à des aspects de la transaction en dehors de juste l'hypothèque auxquels vous n'avez pas pensé et va vous mettre en lien avec différents professionnels
de confiance. Donc, il n'y a que des avantages et ça ne coûte pas plus cher parce que c'est le prêteur en bout de ligne qui est content de faire affaire avec les courtiers hypothécaires parce que ce sont des professionnels. Eux, ils veulent faire du volume, ils veulent faire des prêts hypothécaires, donc ils vont payer la commission aux courtiers hypothécaires. Puis, ils vont être très contents d'avoir votre prêt de cette façon-là. En conclusion, voilà, j'ai parlé donc du processus d'achat, les erreurs à éviter, comment acheter sa première propriété. J'espère que l'information que je vous ai donnée était utile et puis évidemment, je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des questions, commentaires par rapport à l'achat d'une première propriété. Sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.